Peut-être un mot, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on existe depuis 2008, on est une association sans but lucratif, on n'appartient pas du tout au domaine commercial. On se décrit comme un laboratoire de transformation publique et d'innovation sociale. On est une petite équipe de 10 permanents avec des profils variés. Moi, je viens des sciences de gestion, mais j'ai des collègues designers, sociologues, qui viennent des politiques culturelles et d'autres encore. Et on travaille avec une communauté professionnelle et de chercheurs d'environ 150 personnes. Et puis, notre modèle économique, c'est qu'on a des adhérents qui sont des collectivités locales pour une grande part, 40 collectivités, régions, dont la région Bourgogne-Franche-Comté, mais d'autres régions, des départements, des villes, etc. Et puis des adhérents individuels. On peut aussi adhérer pour quelques dizaines d'euros à la 27e région. Notre travail, c'est, si on décrit nos activités, c'est mener des expériences de terrain et notamment des expériences de recherche-action, partager des connaissances, on publie et on documente à peu près tout ce qu'on fait pour le partager au plus grand nombre avec des licences libres type Creative Commons, c'est-à-dire que vous pouvez réutiliser nos matériaux, nos productions. Il faut simplement nous le signaler, nous mentionner notre nom quelque part, mais vous pouvez même, les entreprises commerciales peuvent même recommercialiser ce qu'on fait, c'est le principe des communs. On produit des récits sur les futurs de l'action publique. Un de nos sujets, c'est comment on essaye d'imaginer des alternatives à l'action publique d'aujourd'hui, et puis animer des communautés parce qu'on travaille avec des professionnels dans tous les champs de l'action publique. Et on a un gros volet à l'international, ce qui veut dire qu'on essaye aussi, on trouve des fois que l'administration française ne regarde pas ce qui se passe ailleurs en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud, du Nord, etc. Et donc on a un pied dans pas mal de projets à l'international qui nous semblent inspirants. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est pas temps de remettre à jour les ambitions de la transformation publique? Il y a, aujourd'hui encore, quand on parle de transformation publique, on est encore à des objectifs qui valaient déjà il y a 20 ans de simplification administrative, de modernisation. Et on a quand même le sentiment que c'est plus à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 3-4 ans maintenant, quand même, on sent une accélération des enjeux sociaux, évidemment climatiques. Et on pense que ça fait quelque temps qu'on pense qu'il est temps de rehausser un peu les enjeux de la transformation et d'être un peu plus ambitieux, mais peut-être aussi un peu plus rigoureux. Et donc, mon propos, c'est d'essayer de vous donner. Quelqu'un a dit d'ouvrir des chakras, ou je ne sais pas, quelqu'un a utilisé cette expression aujourd'hui. Mon objectif, c'est d'ouvrir quelques portes dans ce sens. Donc, l'innovation publique, pour nous, elle est un peu à la fin d'un cycle. On est clairement passé d'une gestion du risque à une incertitude. Enfin, aujourd'hui, il faut gouverner en phase d'incertitude. On ne sait pas. Si on prend les résultats, les rapports du GIEC, par exemple, personne n'est capable de dire exactement de combien de degrés de plus on va devoir souffrir dans les prochains temps. Et d'une façon générale, il y a une capacité toujours plus faible à prévoir l'avenir. Donc, comment on rééquipe nos organisations publiques et nos collectivités pour gouverner en période d'incertitude? Un sentiment quand même persistant de perte de sens dans l'action publique. Je ne sais pas si vous connaissez un collectif de fonctionnaires qui s'appelle Nos Services Publics et qui a produit une étude il n'y a pas très longtemps réalisée auprès de 4500 agents des 3 fonctions publiques et qui décrit quand même toujours la permanence d'injonctions paradoxales, de choses un peu absurdes en fait, qui continuent à peupler le quotidien des agents publics, même si ce n'est pas toujours facile à dire, c'est une réalité. On sait maintenant globalement que les solutions simplistes sont en échec. Il y a une phrase qui revient tout le temps, c'est la conduite du changement, conduire la complexité. En fait, on ne peut pas conduire la complexité. Par définition, c'est plus compliqué que ça. Ce ne sont pas des choses qui se gèrent ou qui se pilotent. Ce sont des choses plus systémiques, qui sont plus interdépendantes. Et donc, il faut qu'on dépasse un peu le solutionnisme technologique, par exemple, pour ne citer que lui. Et puis, il y a le poids des paradigmes sur lesquels nos sociétés se sont fondées, les rapports de domination, le patriarcat, et puis ce qu'on sait depuis qu'on s'intéresse aux questions d'anthropocène, la séparation avec la nature ou avec les non-vivants. Donc là, ce sont des paradigmes auxquels la plupart des efforts d'innovation publique ne se sont pas encore confrontés.
Alors, je vais essayer, mais alors, ne le prenez pas comme c'est pas le fruit d'une thèse. Hein. C'est plutôt, j'ai préparé ça en me disant qu'est-ce que je pourrais raconter comme nouveau paradigme ou nouvelles ambitions d'innovation publique. J'ai essayé de faire ça autour de c'est pas un manifeste, mais c'est autour de six nouveaux principes d'action, on va dire. Et je vais vous les présenter un par un. Le premier, c'est qu'on a moins besoin d'innovation aujourd'hui au sens de choses nouvelles, mais plus de transformation structurelle. C'est-à-dire que ces derniers temps, il ne vous a pas échappé quand même que c'était les fonctions structurelles qui devenaient décisives. Les finances, les questions de pilotage, de gestion, d'achat, ressources humaines. Ma liste, elle ressemble un peu aux fonctions support d'une collectivité, hein, mais c'est vraiment les questions de structures qui deviennent importantes. Et j'ai pris trois sujets pour en témoigner. Un premier, c'est un projet qu'on a monté il y a quelques années qui s'appelle Achat public stratégique, qui est une réflexion prospective sur comment partir de l'achat public comme quelque chose de juridique et d'un peu, comment dire, corseté, à l'achat public qui sert vraiment de levier à la transformation de nos pratiques, à l'atteinte d'objectifs de justice sociale et de réduction d'empreinte carbone. Et ça raconte une transformation de l'achat public comme quelque chose qui passe du domaine oui, de l'intendance à quelque chose de beaucoup plus stratégique. On a un collègue américain spécialiste de l'achat public qui parle de transformer l'achat public en un nouveau service public. Donc, c'est vraiment dire que l'achat public, il y a plein de signaux qui montrent que avec par exemple les discours nouveaux sur la relocalisation ou sur des modèles économiques qui profitent davantage au local, les marchés publics prennent en ce moment une importance stratégique. Donc, comment on fait évoluer le métier d'acheteur public et les mécanismes d'achat public vers quelque chose de beaucoup plus stratégique que ça n'est aujourd'hui. Deuxième exemple, c'est la gestion. Un des signaux faibles en ce moment, c'est de considérer que si on veut vraiment réussir la transition écologique, il va falloir changer nos systèmes de pilotage dans nos collectivités et nos acteurs publics. Et je pense notamment à ce qu'on appelle la comptabilité multicapitaux, qui considère qu'en fait, la comptabilité d'aujourd'hui n'est pas neutre. Elle a une certaine forme d'incidence sur l'impact sur notre environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on investit. Alors, il y a bien des budgets écologiques pour après coup apprécier quelle a été l'empreinte carbone de nos investissements, mais le sujet, c'est qu'une fois qu'on a fait le budget écologique, c'est déjà trop tard. Il faut intégrer les outils les critères écologiques et sociaux dès les outils de pilotage. Et là, on mène une expérience en ce moment avec France Urbaine et 5 collectivités locales pour essayer de tester des formes de pilotage et de systèmes comptables écologiques et social. On fait ça avec la métropole de Grenoble, avec le département de la Gironde, avec la Loire-Atlantique, la métropole de Lille et d'autres collectivités. Mais l'idée, c'est d'essayer de voir si quand même la comptabilité publique ne pouvait pas intégrer, ça ne serait pas l'essence des choses, en fait, que la comptabilité publique intègre ces critères multicapitaux. Et un dernier exemple, c'est les questions de gouvernance. Alors, quand on désigne les questions de gouvernance, le mot n'est pas très beau, mais il désigne la façon dont on prend des décisions. C'est des choses assez complexes. Et il y a quelques années, nous, on a mené un programme Erasmus pour aller voir comment des territoires qui avaient essayé de rebondir après des crises, Athènes par exemple, ou des villes du nord de l'Angleterre qui ont beaucoup souffert du retrait de l'État et aussi de la désindustrialisation, au fond, la façon dont le point commun en fait de tous les projets qu'on a pu voir en Europe qui ont rebondi, c'est qu'ils inventaient des nouvelles formes de coopération entre collectivités, habitants, entrepreneurs locaux, ce qu'ils appellent notamment les anchor institutions, les institutions ancrées dans le territoire, et qu'ils créent des formes de coopération plus ouvertes où la collectivité sait qu'elle n'a pas la main sur, enfin, elle doit travailler de façon systémique avec les habitants, les entreprises, et on voit arriver des modèles de gouvernance inspirés des communs. Alors on appelle ça tout particulièrement les partenariats publics communs. Par exemple,
à Bologne, il y a une tradition de pacte passé entre la municipalité et des groupes d'habitants ou des associations pour gérer ensemble des lieux, des espaces publics, des dispositifs, des systèmes d'entraide. Et ce ne sont ni des dispositifs publics, ni des dispositifs privés, mais des communs. Et donc, voilà, pour moi, tout ça procède de transformation plus structurelle au-delà d'innover à l'échelle des services ou ce genre de choses. C'est comment on innove à l'intérieur un peu sous le radar, sous l'iceberg, je dirais. La deuxième, c'est moins de la. Céline va me gronder, mais moins de laboratoires internes et plus d'écosystèmes d'innovation. Ces dernières années, beaucoup de collectivités ont créé des laboratoires d'innovation et nous, on a beaucoup contribué à ça, à notre mesure à la 27e région. Mais ça ne suffit plus. Maintenant, il faut que les cellules innovation, les laboratoires d'innovation des collectivités passent des partenariats avec des collectifs d'habitants, d'usagers, des entrepreneurs, des coopératives, d'autres collectivités, des labos de recherche pour construire ce qu'on appelle des formes de recherche et développement social. Et je fais un peu de pub pour un magazine auquel je contribue qui s'appelle Horizon Public, qui va sortir un dossier sur la R&D publique et sociale. La R&D publique et sociale, c'est en gros comment on construit pour traiter nos problèmes publics et sociaux aussi compliqués la même qualité d'infrastructure de recherche et développement qu'on a dans l'industrie. Dans l'industrie pharmaceutique, il leur a fallu 1 an pour construire des médicaments. Pourquoi sur des problèmes comme le chômage de longue durée, la transition écologique, on n'a pas des cellules de R&D de la sorte. Donc, donc, bien sûr qu'il faut toujours des laboratoires internes aux collectivités, mais il faut de plus en plus, par exemple, qu'à l'échelle de la Bourgogne, sur des priorités précises, vous ayez des coopérations avec la recherche, avec les entreprises, et notamment les entreprises sociales, peut-être aussi avec des groupes d'habitants, avec d'autres collectivités, pour construire des chaînes de recherche et développement. Donc ça, c'est une autre. Et là, en ce moment, il y a pas mal d'endroits où on pousse dans ce sens. Il y a une coopérative qui s'appelle Elix qui prône ce principe-là et qui vient de sortir un livre blanc qui parle de renforcer les liens société-recherche. Il y a eu les assises du tiers secteur de la recherche en Bretagne il y a quelques mois qui racontent aussi ça. Et puis il y a des pays comme le Canada ou l'Australie aussi où les innovateurs sociaux et les collectivités essayent de construire ces infrastructures de recherche et développement sur des problèmes comme le vieillissement et ses conséquences pour les territoires ou sur d'autres ou sur des problèmes écologiques. En tout cas, voilà, comment un laboratoire d'innovation ne peut rien faire seul, en fait. Il faut qu'il travaille en coopération avec des chaînes de recherche et développement. Troisième proposition, moins de confusion et plus de rigueur théorique. Là, je vais faire référence aux travaux d'une jeune chercheuse qui s'appelle Lindsay Cole. Lindsay Cole, elle est à la fois directrice d'un laboratoire d'innovation à la ville de Vancouver, au Canada, qu'elle a créé il y a 4 ans, 5 ans, je crois. Et puis, elle vient de terminer une thèse assez critique sur l'innovation publique, parce qu'elle trouve que l'innovation publique ne va pas assez loin, voire qu'elle conforte le statu quo et que des fois, elle nous ramène au monde d'avant. Et donc, elle vient de sortir une thèse qu'on a étudiée et sur laquelle on travaille avec elle. L'INSEE, elle dit que, par exemple, tous ceux qui prétendent à l'innovation publique doivent clarifier, dire qu'on veut être innovateur public ou dire qu'on veut faire de la co-conception ou du design ou que sais-je, ça ne raconte rien, en fait. Ça ne raconte pas dans quelle visée, comment vous allez le faire et comment vous allez prouver que vous y arrivez et que vous progressez. Et l'INSEE, elle recommande à tous ceux qui sont dans l'innovation publique de clarifier ce qu'elle appelle leur théorie de transformation. Et donc là, par exemple, elle a inventé un jeu qu'on a traduit, nous, en français, où chaque laboratoire est invité à noircir les pétales sur lesquels il se positionne. Donc, par exemple, si je prends collaboration, est-ce que le laboratoire collabore plutôt en interne, en externe? Est-ce qu'il est centré sur l'usager? Est-ce qu'il est transactionnel ou relationnel?
sur les questions de pouvoir. Est-ce qu'il soutient les structures existantes? Est-ce qu'il décentre les structures existantes? Est-ce qu'il partage le pouvoir à tous les niveaux? Et en fait, c'est une façon à la fois pour chacun de nous, en tant qu'innovateur public, mais aussi pour chaque structure qui fait l'innovation publique, de clarifier quel but elle poursuit, quelle étoile du berger elle essaye de viser, quelle utopie de transformation elle essaye de viser, à partir d'où et de quel système de valeurs elle le fait, sur quel type de problématique, etc. Et ça donne notamment ça, c'est ce qu'on appelle en théorie du changement, enfin on appelle ça une théorie de transformation, c'est-à-dire normalement un laboratoire d'innovation publique ou un acteur de l'innovation publique, il doit pouvoir dire quel est le diagnostic qui fait de l'état des choses. Il doit pouvoir dire aussi quelle est la vision et la direction qu'il cherche à remplir, à satisfaire à long terme, sur la base de quelle théorie il invoque le changement, autour de quelles priorités, parce qu'évidemment, les changements à accomplir sont trop vastes, donc il doit normalement viser des priorités et viser une contribution à ces grands changements. À partir de quelles activités, c'est-à-dire quelles sont les actions et les activités menées pour y arriver, et comment mesurer qu'il y a bien des avancées et faire une sorte d'évaluation de tout ça. Et nous, on travaille en ce moment à aider des laboratoires d'innovation à être plus explicites sur ces choses-là. Et c'est un peu sortir un peu des labos caméléons qui innovent de façon souterraine, mais qui ne disent pas clairement quelle est leur vision de transformation, quoi. Là, maintenant, c'est le moment de sortir du bois, d'être plus clair. C'est aussi un bon exercice à faire pour soi, hein, pour savoir... innover veut rien dire, hein, vous êtes tous d'accord autour de ça. On peut innover et détruire la planète en même temps, innover et améliorer le lien social. Enfin voilà, ce sont vraiment des... il y a un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler qui dit que l'innovation, c'est comme un remède qui, mal administré, empoisonne, et bien administré, guérit les gens. C'est un peu pareil, quoi. On peut pas faire l'économie d'être précis sur ce qu'on entend par innover. Et donc, c'est aussi une façon de sortir de l'innovation washing, de sortir de la confusion. C'est l'occasion de clarifier le sens des mots aussi, hein. Qu'est-ce qu'on entend par innovation? Qu'est-ce qu'on entend par innovation sociale? Qu'est-ce qu'on entend par participer? Enfin, tous ces mots-là sont plus complexes et plus piégés qu'il n'y paraît. Donc, voilà, c'est un appel à plus de rigueur théorique pour expliquer quel type de changement on souhaite. Alors, l'INSEE, elle prône aussi de déconstruire les paradigmes dominants pour ouvrir de nouvelles marges de manœuvre. Il faut comprendre que l'INSEE, elle parle dans un pays qui en ce moment et depuis quelques années souffre énormément d'un déficit de réconciliation entre les institutions canadiennes et les populations amérindiennes. C'est-à-dire que c'est un pays qui a été colonisé et en fait l'INSEE, elle explique que son laboratoire, il est plutôt là, il n'est pas tellement là pour innover, mais il est là pour réarticuler l'innovation, l'action publique avec la façon dont les Amérindiens prenaient soin de la nature, prenaient soin des gens et des peuples. Donc c'est un peu déstabilisant, mais elle dit, voilà, si on veut vraiment innover, il faut qu'on réinterroge les présupposés de l'innovation. Il y a eu des théories encore récentes, hein, jusqu'en 2015, qui disaient que innover dans une administration, c'était avoir une stratégie, coaliser les acteurs, etc. Et l'INSEE, elle dit, mais en fait, chacun de ces principes est critiquable. Elle dit par exemple, dans les faits, est-ce que les personnes en responsabilité sont toujours les mieux placées pour provoquer la transformation recherchée? Je pense que ça doit vous parler. C'est-à-dire que peut-être que l'innovation ne vient pas toujours du top management et que peut-être il faut aussi construire des systèmes qui font monter l'innovation sociale des autres endroits de l'administration. Elle dit l'idée que les structures de pouvoir soient immuables n'est-elle pas exagérément intéressée par les agents publics eux-mêmes? Et moi, je me suis souvent fait la réflexion qu'en effet, ce sont souvent les agents publics qui sont les plus négatifs sur les capacités de transformation. Et en fait, on a fini par intérioriser qu'on ne peut plus changer. Donc peut-être qu'il faut réinterroger ces présupposés et se dire qu'en fait, on peut changer les choses. Mais c'est sûr que si on reste convaincu que
c'est immuable, on ne sera pas soi-même un agent de transformation. Elle dit aussi comment informer que l'innovation sous contrainte budgétaire ou sanitaire produira plutôt des changements de paradigme ou bien plutôt un repli sur les méthodes rassurantes habituelles. Et elle dit aussi comment espérer, elle parle de justice sociale, elle dit comment espérer atteindre l'égalité réelle si nous ne nommons pas explicitement les obstacles systémiques qui les en empêchent, dont la domination sociale blanche. Donc vous voyez, c'est une forme d'innovation publique assez engagée sur les questions de justice sociale, qui peut nous faire un peu bizarre parce que l'innovation publique, c'est un truc un peu poli en fait chez nous. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'approche canadienne, c'est qu'eux, ils ont des problèmes assez sérieux de réconciliation avec les Amérindiens. Alors, c'est leur problème à eux, on a d'autres problèmes, mais ils considèrent que l'innovation publique ne remplira pas son boulot si elle ne travaille pas à cette réconciliation, si elle ne participe pas activement de cette réconciliation. J'ai bientôt terminé, il ne me reste plus que deux. Moins de storytelling, au sens moins de marketing de l'innovation, de dire que c'est beau, ça innove, etc. Et plus de travail sur les imaginaires. Ça ne vous a pas échappé, depuis quelques années, on voit apparaître la question des imaginaires comme un nouveau champ de travail pour ceux qui travaillent dans l'innovation. Pourquoi? En gros, pour résumer, c'est parce que dans la société aujourd'hui, on nous confronte en gros à deux imaginaires un peu extrêmes. D'un côté, Elon Musk nous dit que la technologie va tout résoudre, les voyages dans l'espace et sur Mars vont avoir un effet d'innovation qui va permettre de résoudre tous nos problèmes écologiques et sociaux. Et puis à l'autre bout, un imaginaire catastrophiste et d'effondrement qui dit que tout est foutu. Et donc, comment est-ce que entre ces deux imaginaires très extrêmes, on imagine qu'il y a d'autres imaginaires? C'est aussi, ça fait bizarre de travailler aux imaginaires, mais ça fait un peu moins bizarre quand on se souvient que l'imaginaire précède l'action, en fait. Dans l'histoire de l'innovation, c'est parce qu'on a imaginé des choses qu'on a agi ensuite, en fait. Donc, si on ne porte que des imaginaires catastrophistes ou solutionnistes, on produira que des actions catastrophistes ou solutionnistes. Or, il y a plein d'autres imaginaires qui peuvent exister. Et j'avais envie de vous donner un exemple. Par exemple, c'est un innovateur social qui s'appelle Alberto Cotica, qui dirige depuis pas mal d'années un collectif qui s'appelle Edge Rider. Et lui, son propos, c'est de dire il y en a marre de nous dire qu'il n'y a qu'un futur économique, en fait. C'est le capitalisme et il n'y aura jamais d'autres. Voilà, c'est l'horizon indépassable de l'économie. C'est une économie productiviste et extractiviste. Et pour essayer de décoloniser ces imaginaires, il a lancé sur Internet avec des écrivains de science-fiction et des économistes un monde virtuel qui s'appelle Witness, qu'il a lancé dans le cadre d'un projet qui s'appelle le laboratoire de science-fiction économique. Et si vous allez sur Witness, vous allez trouver un monde fictif qui ressemble un peu c'est un peu Harry Potter, mais avec 6 districts différents et chacun racontant un modèle économique différent. Alors, il y a un des districts qui raconte un peu ce que seraient, en gros, les pays scandinaves sous stéroïdes, quoi. Donc, une social-démocratie encore plus développée, mais qui, du coup, rencontre des problèmes, etc. Donc, c'est vraiment écrit comme des nouvelles de science-fiction, mais ça prend l'idée qu'il y a aussi un autre district c'est une économie libertaire, il n'y a plus d'État. Donc, c'est des scénarios qui peuvent être assez négatifs, mais là, en ce moment, ils travaillent sur des scénarios où l'économie est au service des besoins sociaux essentiels et où est au service de la redirection écologique. Et en tout cas, c'est vraiment très libérateur de lire ces productions qui racontent qu'en fait, il n'y a pas un scénario qui serait plus d'extractivisme et de productivité, mais peut-être qu'il y a d'autres modèles économiques possibles pour penser l'avenir de l'action publique. L'avantage, enfin, un des sujets qui nous intéresse dans son travail, c'est
qu'est-ce que ça pourrait raconter pour les métiers du développement économique local, par exemple? Qu'est-ce que ça raconte pour les agences de développement économique, les directeurs ou directrices de développement économique, qui aujourd'hui sont construits sur des modèles fondés sur l'attractivité de grands groupes chinois ou étrangers? Peut-être que ça raconte aussi d'autres politiques de développement économique et d'autres métiers, une autre façon d'envisager le métier de développeur économique. Donc ça, en ce moment, ça nous intéresse beaucoup. Et puis le dernier, c'est un peu dans la même veine, moins de TINA et plus de modèles alternatifs. TINA, c'est l'abréviation de There is no alternative, qui est l'adage qui est prêté à Margaret Thatcher, qui disait il n'y a pas d'autre modèle que le modèle mondialisé capitaliste. On voit en ce moment qu'il y a des collectivités, des territoires qui testent d'autres modèles. L'un de ces modèles, c'est ce qu'on appelle la théorie du donut. Alors, c'est moins un modèle, ce n'est pas une vraie théorie, mais c'est une approche pédagogique pour inciter des villes à inscrire leur stratégie quelque part entre… le donut, c'est un gâteau, hein, et elle dit le bord intérieur du donut, c'est les besoins qu'un territoire doit absolument proposer aux habitants, quels sont les services essentiels qu'il faut absolument réussir à produire et à mener à bien. Et puis le bord extérieur, c'est le plafond écologique, quelles sont les limites planétaires, les limites sur la biodiversité qu'il faut ne pas franchir. Et donc, la stratégie d'un territoire, elle doit se situer entre ces deux limites. Bon, ce n'est pas extrêmement puissant comme théorie, mais ça a l'air de bien plaire à des maires comme le maire d'Amsterdam, par exemple, qui est en train d'utiliser cette stratégie pour repenser le modèle d'Amsterdam. Donc, ça va évidemment influer sur leur modèle de développement économique, sur leurs modèles sociaux, ça va avoir des répercussions importantes. Il y a d'autres modèles, j'en avais déjà parlé de celui-là l'année dernière lors de mon intervention, alors il n'est pas facile à traduire, mais ça s'appelle le Community Wealth Building, et il a été testé à Cleveland, aux États-Unis, qui a pas mal souffert de crise économique, et aussi dans des villes du nord de l'Angleterre, très touchées par dans les bassins miniers ou dans des villes où l'État s'est retiré. Et c'est ce qu'on appelle la foundational economy, c'est-à-dire c'est quand l'économie redevient quelque chose qui défend les fondamentaux. C'est-à-dire c'est pas l'économie au service de la financiarisation, c'est l'économie au service de nos besoins de santé, de soins, de survie, de transition. Donc c'est rediriger toute l'économie, et notamment l'économie locale, autour de reconstruire autour des besoins réels des populations et des besoins les plus fondamentaux, et y compris et en particulier vers les personnes les plus en difficulté. Donc c'est vraiment un nouveau modèle économique qui repose sur des principes très précis, et je vous renvoie, il y a des articles aujourd'hui dans Métropolitique, vous allez trouver un article sur Preston et Wigan en Grande-Bretagne qui explique comment ils ont épousé les principes du Community Wealth Building. Ça veut dire, Community Wealth Building, c'est difficile à traduire, mais c'est en gros comment reconstruire une richesse collective, en fait. La foundational economy, c'est l'économie au service de nos besoins, en fait. Donc voilà un modèle alternatif. Et puis, dans la série des autres modèles, il y a des gens qui pensent que parler de transition, parler de développement durable, c'est nous emmener dans le mur, parce qu'en fait, le sujet, c'est pas de transitionner, c'est de renoncer et rediriger des activités devenues néfastes. Et donc, c'est ce qu'on appelle la redirection écologique. Et si ces questions vous intéressent, vous pouvez regarder. Alors, c'est inspiré d'un designer néo-zélandais qui a réinterrogé le mal qu'avait fait le design dans le monde en produisant du packaging, des bagnoles qui polluent, etc. Et qui a réinterrogé les finalités de cette discipline et qui prône une redirection écologique. Et là, aujourd'hui, il y a un master à l'ESC Clermont-Ferrand qui s'appelle Stratégie et Design pour l'Anthropocène, qui travaille, par exemple, avec des stations de ski. Bon, les stations de ski, c'est clair, dès aujourd'hui, elles souffrent
du fait qu'elles n'ont, enfin une grande partie, en tout cas en dehors des grandes altitudes, ont plus de neige. Leur activité devient caduque. Qu'est-ce qu'on fait de ces stations de ski? Mais qu'est-ce qu'on fait des activités polluantes, structurellement polluantes, qu'il ne faut pas, d'après eux, faire transitionner, mais rediriger, c'est-à-dire arrêter et gérer la déconstruction de ces industries. Ils travaillent, par exemple, les élèves du master travaillent sur la question des piscines. En période de pénurie d'eau, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de piscines municipales et qu'est-ce qu'on fait de nos piscines? Ils travaillent avec des industriels. Ils sont à Clermont-Ferrand, là où siège Michelin, ça ne vous a pas échappé. Donc, ils travaillent avec Michelin sur comment désindustrialiser Michelin. Donc, c'est assez intéressant et je vous conseille d'aller voir leurs travaux. Voilà un peu mes six mots d'ordre, un peu au débeauté. Et donc, je suis disponible s'il reste du temps pour toute question, interrogation, des choses qui n'auraient pas été claires. Bien sûr. Déjà, merci Stéphane. Merci beaucoup. Alors oui, alors, ce que je vous propose, c'est de partager via le chat des questions parce que vous êtes nombreux. Alors Patricia, tu réagissais, Witness, les nouveaux mondes de nouveaux élus. Tu vas en dire un petit peu plus? Bonjour à tout le monde. Stéphane, quand je t'entendais parler Witness, effectivement, je me disais que c'était fin de compte un peu le… Alors, c'est pas que celui des élus, on est tous concernés, mais c'est quand même le job des élus, c'est-à-dire comment ils portent des projets, d'autres projets pour demain. Et je trouve qu'entre ce que tu nous Attends, racontes… parce qu'en fait, je suis en vidéo en même temps. Ouais. Alors, je vous incite à couper vos micros, sauf Patricia. Oui, voilà, donc, et je trouve en t'entendant parler qu'on a quand même un grand décalage dans le fonctionnement de nos institutions. Là, nous, on est sur un renouvellement de mandat pour un temps long. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, Witness pour les élus, ça doit être bien aussi. Oui, c'est… moi, je pense qu'il s'est passé des choses quand même ces dernières années lors des dernières élections. Hein. C'est-à-dire que il y a des exécutifs écologiques, il y a de l'écologie dans des exécutifs non seulement écolos, et il y a en tout cas un paquet de territoires en France qui cherchent à questionner leur développement économique. Après, on n'est pas obligé de convertir tous les élus. Hein. Il y a des élus qui n'ont pas forcément envie d'entendre ces choses-là, mais je pense que là, en ce moment, le gros sujet, je ne sais pas si c'est pas très loin de Dijon, c'est Lyon. Il faut regarder la crise qui secoue en ce moment l'agence régionale de développement économique de Lyon. Évidemment, on est après des années de politique d'attractivité à Dubaï, en Chine. C'était une certaine vision du développement économique. Puis là, les Verts arrivent et ils ont une vision du développement économique qui n'est pas du tout la même. Je ne dis pas, je n'ai pas de jugement moral mais ça va être intéressant à regarder, c'est-à-dire comment on reconstruit. J'aime bien cette idée des nouvelles politiques de développement économique parce que c'est aussi avec des politiques de développement économique qu'on finance la transition, la démocratie et tout le reste, quoi. Donc peut-être qu'il faut aujourd'hui, peut-être un de mes signaux aussi, c'est de dire intéressons-nous à l'innovation dans les politiques de développement économique parce que c'est aussi là que ça va se passer dans les années qui viennent, quoi. Et regardons dans des territoires européens ou étrangers qui ont déjà connu des crises économiques très fortes, comment ils ont reconstruit d'autres modèles de développement économique. Voilà, c'est déjà arrivé en fait, ces histoires-là, mais peut-être qu'il faut réinterroger nos politiques d'attractivité, nos logiques de grands salons internationaux et questionner tout ça. Et donc, tu as raison de dire que ce sont les élus, mais dans les présupposés dont on pourrait parler aussi, il y aurait le présupposé qu'il n'y a que les élus qui produisent le projet politique. Moi, je pense que les administrations, elles y prennent part aussi, hein, et que vous êtes habilités à réfléchir aux politiques de votre collectivité. Donc, quand bien même ce sont les élus qui ont la légitimité pour mettre en œuvre et donner la direction politique, je n'ai jamais pensé que les agents ne devaient pas réfléchir aussi au projet politique. Hein. Donc, mais effectivement, il y a un boulot à accomplir avec les élus tout particulièrement, tu as raison.
Ah, du coup, moi, j'ai une question, parce que moi j'ai écouté, je trouve que ce que tu as dit, c'est passionnant, mais c'est vrai que moi, je me sens un peu loin de tout ça. Pour autant, je suis quand même plutôt baignée dedans, mais je me sens loin. Enfin, notamment, comment voilà, travailler. Est-ce que tu as des exemples illustrants? Par exemple, ce que tu viens de dire, comment on travaille agent et élu au renouvellement des politiques d'attractivité. Est-ce que tu as des exemples inspirants? Ou Moi, je suis alors, pas. enfin, Ouais. vas-y, déjà, première question. Moi, je rappelle la 27e région, son boulot, c'est de regarder devant, c'est-à-dire que c'est d'ouvrir des nouveaux sujets. Donc, effectivement, je ne suis pas en train de raconter un truc mainstream qui serait déjà partout. Ce que je vous raconte, c'est plutôt que je le vois en Grèce, je le vois en Grande-Bretagne, et j'ai la faiblesse de me dire que la France ne va pas échapper à ces questionnements-là. Et donc, voilà, prenez-le plutôt comme un. En revanche, oui. Par exemple, il y a une sorte de 27e région anglaise qui s'appelle le CLES, Center for Local Economy Strategies, que je vous invite à aller regarder. Ils ont un site web qui est très bien documenté. Il y a plusieurs rapports nationaux qui sont sortis sur le travail du CLES, et ça fait 35 ans qu'il existe, le CLES, et qui porte un propos de redonner à l'économie du sens pour la vie locale, etc. Donc, y a pas de, je ne parle pas de trucs qui sont vraiment très émergents ou récents, c'est juste que peut-être en France, on ne les a pas vus encore. Et tu es d'accord que pour l'instant, le développement économique n'a pas été encore l'objet d'innovation publique. Je pense que c'est un endroit où on a peu travaillé pour l'instant. Mais il y aurait des choses à faire sur le développement économique, sur les zones d'activité, les zones industrielles. Enfin, il y aurait plein de. Donc, c'est autant vous dire que c'est un sujet qui va, à notre avis, arriver, et que peut-être il faut commencer à l'ouvrir et parler avec les gens qui s'intéressent, qui veulent réinterroger nos modèles de développement économique régionaux. La région est quand même en charge de stratégies régionales de développement économique. C'est vraiment le très bon endroit pour au moins montrer qu'il y a plein de modèles, en fait. Moi, je me souviens quand je travaillais avec la Bourgogne, il y avait François Patria qui portait un modèle métropolitain, et ça allait dégringoler, les richesses allaient dégringoler partout. Je ne sais pas quel est le modèle aujourd'hui, mais ces discussions, elles existent en fait, hein, sur quels sont les bons modèles de développement, et notamment de développement économique pour une région comme la Bourgogne-Franche-Comté. Donc moi, j'invite à ce que dans ces débats, on examine ces alternatives, parce que elles existent ailleurs, et on va très probablement. Mais effectivement, j'en parle plus comme un signal faible, comme quelque chose. Mais je peux te dire quand même que, par exemple, à Poitiers, ils se posent la question. En fait, les mairies ont été prises, entre guillemets, par des maires ELV, en ce moment, questionnent ça. Hein, et la scène, en ce moment, c'est Lyon. C'est l'agence de développement. Lisez ce qui se passe sur Lyon. Suivez ce qui va se passer là-bas, parce qu'à mon avis, les Verts vont essayer de porter un autre paradigme de développement économique. Donc là, c'est vraiment un terrain pas très loin et intéressant à examiner. Il faut lire des revues comme Médiacité, qui en parle un peu, ou Métropolitique, parce qu'évidemment, on ne trouve pas ça dans la presse quotidienne régionale. Hein. Il faut lire des revues spécialisées, donc c'est plutôt Métropolitique ou bien Médiacité qui en parle assez bien. Médiacité a sorti plusieurs papiers sur la crise que secoue l'arrivée des Verts sur la question du développement économique à Lyon. Ok. Réaction de Nicolas Popovic. Vous parlez de jugement moral, c'est bien, pas bien pour l'attractivité, le développement du territoire, d'une collectivité, d'un établissement. Ne faudrait-il pas plus imaginer aujourd'hui de nouveaux critères, type équilibre, déséquilibre, pour réfléchir au projet de transition actuel? Stéphane. Alors, je cherche la question. Ouais, l'avant-dernière réaction. De nouveaux critères qui déséquilibrent. Je ne comprends pas la question. Je veux bien que Nicolas me la pose. Voilà, exactement. Non, alors bonjour. En fait, ce n'était pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque que j'ai tournée comme une question, dans le sens où vous disiez par rapport à l'agence de développement économique lyonnaise que ce qu'elle faisait avant autour de renforcer l'attractivité avec des projets internationaux, c'était la mode à l'époque. Donc, c'était potentiellement bien vu. Et aujourd'hui, ce qui était bien vu avant ne l'est plus aujourd'hui. Et moi, par exemple, je travaille dans le numérique. Donc, il y a des questions autour de tout ce qui tourne autour de la sobriété numérique. Donc, après de lourds investissements dans de grosses infrastructures, on se rend compte qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être essayer de faire moins, d'être dans la sobriété.
et donc ce qui était bien avant ne l'est plus aujourd'hui. Donc ces critères, on va dire moraux, c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les bons critères pour évaluer de nouveaux projets, ou est-ce qu'il ne faudrait pas travailler sur des critères, un peu comme ce qui se passe dans l'écologie, autour de l'équilibre et des équilibres des territoires pour mener des projets ou les évaluer, voilà. C'est pas ce que vous appelez critères moraux, mais en tout cas, globalement, on sait maintenant depuis quelques années qu'on a des problèmes d'empreinte carbone. Donc ça, c'est pas des critères moraux, c'est comment on a des politiques de développement économique qui nous permettent de pas dépasser nos plafonds écologiques. Donc c'est plutôt là, c'est pas très moral. Enfin, si on croit aux plafonds écologiques et on croit aux thèses, c'est comment on construit des politiques qui sont compatibles avec le non-vivant, avec la biosphère, etc. Donc, c'est pas moral, c'est plutôt, au contraire, des critères objectifs, enfin, je pense. Oui, non, mais vous avez raison de dire objectif, mais malgré tout, on continue à avoir un développement dans un sens irrationnel. Donc, quand je dis moral, c'est sans doute pas le bon terme, mais souvent on entend c'est bien pour l'attractivité, c'est bien, mais est-ce que c'est la bonne manière de le décrire, quoi. Oui, oui, peut-être que la perception globale, c'est que c'était bien avant, mais avec ce qu'on sait maintenant, avec le niveau d'information qu'on a aujourd'hui, les preuves qu'on a accumulées sur l'impact du développement économique sur la nature et le climat, peut-être que objectivement, on a un paquet de critères à respecter pour que ça. Donc, oui, moi je le prends plutôt comme un changement de cadre, un changement de contrainte. Et, voilà. Ok, juste, donc, je regarde le temps. Pour rebondir par rapport à nos sphères, peut-être, tu parlais de comptabilité multicapitaux, de gouvernance, notamment de commun, de partenariat avec la R&D. Est-ce que quand même tu aurais un ou deux exemples, parce que vous voyez beaucoup de choses, pour illustrer, pour voir comment nous en saisir plus opérationnellement? Sur lequel? Sur R&D ou sur… Par exemple sur R&D. Il y a un partenariat avec des labos ou des entreprises sociales, enfin notamment des labos. Sur la R&D sociale, il y a à Bordeaux en ce moment un projet de R&D sur les excréments. Que faire des excréments? Et c'est un projet très sérieux. Alors évidemment, en tant que représentation sociale, c'est pas un sujet facile à traiter. Donc c'est un projet écologique, social, économique, qui associe des labos de recherche académiques, l'Université de Bordeaux, la ville de Bordeaux en tant que partenaire et terrain, des collectifs d'usagers, des collectifs citoyens qui travaillent autour de ça. Et en fait, l'objectif, c'est de trouver des solutions, en fait. Alors, j'ai cet exemple en tête, hein, parce qu'à chaque fois qu'ils le présentent, ça fait sourire, mais ils travaillent sur des sujets plus d'inclusion numérique, par exemple, c'est-à-dire comment sur une problématique donnée que connaît le territoire ou une problématique donnée, on construit une coopération qui va du travail comment on ne s'arrête pas à un travail de comprendre le problème, de faire des recherches utilisateurs, développer quelques protos et puis c'est terminé. Mais on va jusqu'à trouver des terrains de mise en œuvre, associer des collectivités prêtes à être en partenariat, des entreprises prêtes peut-être à opérer et à déployer le dispositif. Donc, c'est vraiment toute la chaîne en fait, de recherche et développement depuis là où les labos d'innovation sont souvent à un endroit si vous travaillez sur des systèmes, je sais pas, d'orientation des jeunes, voilà, vos problèmes et vos solutions seront examinés à l'endroit de la région, en fait, du conseil régional et des lycées.
mais comment est-ce qu'on associe des collectifs d'usagers, comment est-ce qu'on peut profiter des travaux de recherche menés par une université depuis des années sur ce sujet, et comment ça peut devenir des activités déployées à plus grande échelle par la suite. C'est ce genre de choses. Mais c'est un sujet nouveau quand même. Je pense que ça mériterait que vous invitiez Elix, qui est une coopérative c'est une ski qui est spécialisée sur ces questions. Et moi, je le vois comme un débouché pour les laboratoires d'innovation. Maintenant, si tu veux un exemple concret sur la compta multicapitaux, aujourd'hui, les exemples sont plutôt dans les coopératives comme Ferme d'Avenir. C'est des coopératives agricoles notamment qui ont mis en œuvre ces modèles depuis certaines fois plusieurs années. Et il est vrai que ça n'existe aujourd'hui dans aucune organisation publique, dans aucune collectivité. Et donc, notre pari, c'est d'essayer de le tester pour la première fois pas sur tous les sujets, mais essayer de tester, par exemple, sur la gestion de l'eau ou sur des sujets précis avec quelques collectivités volontaires. Mais l'enjeu, il est justement qu'aujourd'hui, ça n'existe pas en dehors de quelques coopératives qui font ça. Ok, Stéphane, dernière question, et après on rebouclera par mon propos du début. Question d'Anne-Laure Gauthier, comment accompagner les agents publics à développer un imaginaire positif pour innover ou transformer? C'est comme une gymnastique, en fait, développer des imaginaires positifs, c'est sur des problématiques précises données, essayer d'imaginer des scénarios différents. Il y a des techniques pour ça, hein. C'est travailler avec des spécialistes ou des gros amateurs de science-fiction, parce qu'eux, ils ont un savoir-faire sur la production de récits. Ce qui est intéressant avec l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est qu'il parle de texture, en fait. C'est-à-dire que ça devient tellement réaliste à un moment donné qu'ils vont même essayer d'en tirer des films, en fait. Hein. C'est-à-dire que il y a une qualité de description de cette situation simulée d'un territoire qui aurait, par exemple, on pourrait prendre la théorie du donut dont je parlais tout à l'heure et simuler à quoi ressemblerait la région Bourgogne-Franche-Comté dans 10 ans si elle avait adopté cette théorie du donut. En termes de technique, ça serait écrire des scénarios comme on fait en science-fiction. Donc, il faut se faire épauler par des gens qui savent écrire à minima des nouvelles et qui savent plus encore écrire de la science-fiction, donc savent simuler des univers fictifs avec la qualité. Vous savez, quand on voit un Star Wars, ça paraît tellement bien fait. On voit des mondes entiers, tous les aspects de la vie quotidienne sont traités. Mais c'est un peu pareil, il faut avoir cette qualité de texture, ou bien pratiquer des exercices de prospective qu'on appelle backcasting. En Bourgogne-Franche-Comté, sur certains sujets, c'est à collectivement se mettre à 10 ou 20 et essayer d'imaginer, par exemple, un nouveau système alimentaire en Bourgogne-Franche-Comté à 30 ans et raconter à quoi ça ressemblerait, le décrire avec force détail à tel point qu'on s'y croirait, quoi. Ça, c'est des exercices qui sont intéressants à la fois en tant que gymnastique pour l'esprit, parce que c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, on dit des trucs qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Qu'est-ce qu'on fait de nos abattoirs? Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut recréer par exemple, à Mouansartou, ils ont créé une maison de l'alimentation. Est-ce qu'il faut créer des maisons de l'alimentation partout dans la région? Enfin, on est obligé de créer des univers, quoi, hein, d'imaginer entièrement des univers. Et puis, l'avantage du backcasting aussi, c'est que c'est un exercice dans lequel on définit un futur désirable sur, par exemple, l'alimentation ou la théorie du donut dont je parlais. Et dans un deuxième temps, on décrit les étapes pour y arriver. Si demain, on décidait que ça devenait l'objectif, qu'est-ce qu'on fait demain, la semaine prochaine, dans 3 mois, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans pour y arriver, quoi? Quelles sont les étapes pour y arriver? Donc, voilà, sur les imaginaires, il y a à la fois, c'est un état d'esprit, c'est se dire aussi que les imaginaires, ils sont peut-être déjà là. En fait, vous en avez déjà des visions alternatives, mais peut-être qu'il faut les écrire, il faut les mettre en scénario. Il y a une fondation qui s'appelle, un think tank qui s'appelle l'Université de la pluralité, dont le boulot est de collecter les imaginaires des gens sur le travail, par exemple. En ce moment, ils font un truc sur l'avenir du travail. Et en fait, ils collectent des imaginaires
des imaginaires sur comment les gens s'imaginent. Et en fait, le simple fait de l'écrire, de le dire, vous transforme un peu, quoi. Et bien justement, donc Stéphane, parce que je suis gardienne du temps, mais tu me passes habilement la main pour une conclusion que j'imaginais en t'écoutant. Alors, je ne vais pas vous remettre en groupe, hein, même si ça y est, j'ai résolu la problématique de tout à l'heure, mais ce n'est pas grave, non. Ce que je vous invite à faire pour conclure donc, cette première conférence inspirante, c'est justement, alors soit de nourrir nos imaginaires, soit de nourrir les défis qui vont nous occuper. Et ce que je vous propose, chacun, c'est de prendre quelques secondes, de vous dire « et si ?» et de le partager via le chat. D'accord? Et si? On a travaillé un peu ce matin avec ceux qui ont participé à l'atelier. Et si? Demain, et je vous invite à le partager dans le chat. Quelques secondes. Ce Parlement des nouveaux imaginaires, ça doit être chouette, ça. Anne-Cécile, vous y allez? Oui, je vais y aller. Je vous invite à y aller également. Il y a tout un festival avec plein de propositions. Il y a notamment un jeu de cartes qui a été inventé par les Deux Scènes à Besançon dans le cadre d'un programme européen avec le théâtre, je crois, qui s'appelle Vidi à Lausanne. Et il y a un jeu qui permet de s'imaginer justement dans l'avenir. Et puis, il y a plein de spectacles différents, plein de conférences. Et puis, ce Parlement, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Ouais, ça sonne bien, en tout cas. Voilà. Je trouvais que c'était en résonance. Donc, et si vous participiez? Et oui, exactement. Et si on participait exactement au Parlement des nouveaux imaginaires? Juste Oui, vas-y. Il y a un truc qu'on avait fait du temps du SRAD 2014, donc ça date chez vous, c'était on avait fait des cartes postales du futur. Pendant qu'au Conseil régional, on parlait revitalisation des centres-bourgs, avenir du tourisme en Bourgogne. Nous, on allait dans les centres-bourgs, près du canal Bourgogne, et on travaillait avec les habitants, des élus, et on envoyait à la région, au siège de la région à Dijon, des cartes postales du futur, qui étaient une 60aine de cartes qui racontaient des façons nouvelles de vivre en Bourgogne, qui nous paraissaient désirables, intéressantes, plausibles. C'était une bonne gymnastique aussi. Très bien, merci. Et si demain je ralentissais, très bien. Et tu les as, France? Et si nous laissions plus de place aux rêves? France dit qu'elle les a encore. Et oui, France, tu pourras nous les bonter bientôt. Et si on se souriait davantage? Alors du coup… et si la 27e région devenait la 28, ça servira à quoi? mais on a le droit de rêver, Stéphane. Ça, c'est des rêves impossibles. Écoute, je ne sais pas, mais je vais finir pour quelque chose de très, très possible. Vraiment, donc sur la proposition de Sandrine, et si demain on se souriait davantage, voilà, parce que je crois que ça c'est possible et c'est peut-être le premier pas pour rêver. En tout cas, Stéphane, je tiens à garder à peu près le timing, donc merci pour cette conférence inspirante qui nous a, en tout cas qui moi m'a emmené sur des chemins voilà, que j'explore pas tous les jours. Donc au plaisir de continuer à partager ça avec vous. À nouveau, il y a d'autres conférences inspirantes pour nous décaler, d'autres ateliers pour appliquer, d'autres ateliers encore pour accompagner. Et en tout cas, l'idée, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Voilà, au plaisir de vous croiser lors de ces ateliers du mois de l'innovation publique. À très bientôt. Merci Céline, merci à tous et bon mois d'innovation publique. Au revoir. Au revoir. Merci.